Learning Planet Institute. Donc il y a il y a ce contact avec l'enfance quand on est professeur qui fait que l'imaginaire, le rêve, l'histoire n'est jamais très loin. Et c'est ça qu'on doit pouvoir activer pour leur permettre de réinventer et pour nous permettre de réinventer une utopie sur l'école. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bertie Desborderies et vous écoutez le podcast Pouvoir d'apprendre, pouvoir d'agir du Learning Planet Institute. Être acteur de la société, c'est d'abord être acteur de ses apprentissages. L'éducation a pour objectif de promouvoir l'égalité des chances et l'épanouissement de chacun. Mais elle s'apparente souvent à un système subi qui sanctionne plutôt qu'il n'émancipe. Si les générations futures sont censées construire un monde meilleur, encore faut-il éduquer les enfants en développant leur pouvoir d'agir et leur esprit critique. Il faut le confesser, quand on est enfant, on commence toujours et nécessairement à penser par les autres, et notamment par ces fameuses figures d'autorité que sont nos parents et nos professeurs. Alors, doit-on attendre d'être un adulte pour avoir la voix au chapitre ? Aujourd'hui, je donne la parole à Emma Berthoin, militante éducative qui met au cœur de l'éducation les futurs souhaitables, la gouvernance partagée et l'imagination dès le plus jeune âge. Emma, bonjour. Bonjour. Emma, tu as lancé L'école change demain, une initiative politique et citoyenne qui veut faire de la prochaine réforme de l'école une réforme venue du terrain. Pour cela, tu lances un tour de France qui donne la voix aux professeurs, parents et élèves pour imaginer ensemble l'école de demain. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots ? L'éducation nationale, quand celles et ceux qui veulent la changer, on dit toujours que c'est un mammouth. Donc moi, j'ai été voir ce mammouth d'abord, en me disant est-ce que c'est vraiment possible de faire bouger un mammouth ? Et donc j'ai été avec l'association Trouve ta voix que j'ai co-dirigée dans des lycées de REP un peu partout en Île-de-France pour former à la prise de parole en public et à l'intelligence collective. Et dans ce cadre-là, j'ai vu qu'il y avait sur le territoire des milliers de profs qui mettaient en place des initiatives innovantes avec leurs élèves qui vraiment faisaient l'école autrement. Donc je me suis dit, alors le problème, c'est pas que le mammouth ne peut pas être changé, c'est que ça se diffuse pas. Et donc, j'ai été m'intéresser en faisant des entretiens avec des profs, des parents, des élèves, pourquoi les innovations pédagogiques ne se diffusent pas dans l'éducation nationale. J'ai trouvé deux leviers, un levier très organisationnel, dont François Tadei parle beaucoup, qui est le sujet de l'école apprenante, c'est-à-dire comment on fait pour créer de la collaboration entre les professeurs. Puis un autre sujet qui est politique, auquel aujourd'hui très peu de militants, sur lequel très peu de militants aujourd'hui se concentrent, qui est comment on fait entendre la voix des experts par expérience, c'est-à-dire des principaux concernés, des profs, des parents et des élèves, dans les décisions politiques sur l'école. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a aucune plateforme qui existe entre ceux qui prennent les décisions et le terrain. Il y a 6,6 millions d'élèves en France, plus de 800 000 profs. Et pourtant, ces personnes-là qui, chaque jour, sont au contact des enfants, n'ont aucun espace d'expression dans le débat sur l'école, qui est d'ailleurs très pauvre. Emma, j'ai l'impression que tu es très engagée sur le terrain. J'ai quand même envie de te poser en préambule un peu la question delphique. D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Qui sont tes parents ? Alors moi, quand j'étais petite, j'étais dans une famille plutôt de gauche. Pourtant, j'avais deux stars. C'était Maria Montessori et Jacques Chirac. Donc mes parents ne comprenaient pas trop pourquoi j'étais fan de Jacques Chirac. Je pense que ça m'a poursuivie jusqu'à maintenant. J'ai toujours été extrêmement intéressée et passionnée par l'école et par la façon dont on apprend quand on est enfant. Par l'émerveillement qu'il y a chez les enfants et puis la puissance de l'enfance. J'étais pas partie forcément pour travailler à l'école. J'ai fait du droit des affaires même. Je me suis engagée dans l'association Trouve ta voix. Au début, je me disais, mais en fait, moi, mon rêve, c'est de faire du développement personnel à l'école, mais c'est un peu compliqué de faire du développement personnel, donc j'ai fait de la prise de parole en public, en disant qu'on allait mettre un peu de développement personnel dedans, en faisant réfléchir les élèves sur comment ils pouvaient trouver la place qui leur permette de contribuer au mieux à leur bien-être individuel et à celle du collectif. Et tu parlais tout à l'heure de l'autorité, de l'expertise de tous. C'est pas du tout évident à comprendre. Pour toi, un élève a une expertise, un professeur a une expertise. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces expertises-là au sein d'une école ? La première chose, c'est qu'on est tous experts
de nos besoins et nos désirs. C'est-à-dire que si on veut savoir de quoi un élève a besoin, le premier réflexe devrait être de lui demander. Ça, c'est pour les élèves. Les profs sont quand même des spécialistes de l'éducation. Toute la journée, ils essayent des méthodes avec nos enfants et puis ils adaptent. Et ces personnes-là qui ont la connaissance de l'humain, on ne les écoute pas dans les décisions politiques sur l'école, qui sont des décisions faites sur des idéaux. Et quand les idéaux ne marchent pas dans la réalité, on va corriger des idées par d'autres idées. Et puis on peut faire comme ça de la spéculation d'idées sans jamais toucher le terrain. Pour moi, c'est un vrai changement dans la façon dont on conçoit et dont on imagine les politiques. C'est vraiment partir des besoins et des désirs. Des besoins parce qu'il faut revenir, notamment dans un contexte de crise écologique, à vraiment une politique des besoins, et des désirs pour imaginer un nouveau projet éducatif qui soit désirable, un projet collectif et qui soit ambitieux. Pour toi, quand on parle de futur de l'école et du système éducatif, qui a le pouvoir aujourd'hui ? C'est très paradoxal parce que les profs sont seuls rois entre guillemets dans leur classe, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à savoir ce qui se passe dans une classe, et un prof fait à peu près ce qu'il veut avec ses élèves dans le cadre évidemment du programme et des inspections. Donc au sein de la classe, il faut vraiment imaginer la classe comme une sorte de vase clos, et donc les professeurs ont un vrai pouvoir d'agir au sein de leur classe. Au sein de l'établissement, déjà ce pouvoir d'agir, le pouvoir d'agir des profs est beaucoup plus mince parce qu'il y a très peu d'organes de gouvernance qui permet une collaboration entre les enseignants, un échange de pratiques, du pair à pair. Donc on reste vraiment sur des îlots, alors qu'on pourrait avoir des dynamiques entre les enseignants. Les élèves, on ne leur demande jamais leur avis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des milliers de profs qui ont pour posture, ambition, vision, engagement de donner la parole aux élèves, de faire de l'intelligence collective à l'intérieur de la classe. Mais j'essaye de vraiment différencier ce qui est de l'ordre de l'initiative individuelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formation des profs à la collaboration, à l'intelligence collective. Donc ce qui est de l'ordre d'un professeur avec une conscience d'une bonne volonté et qui va chercher à faire l'école autrement, et un système qui aujourd'hui ne donne pas la voix aux profs et aux élèves. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que on voit un système de non-écoute qui se répercute. C'est-à-dire que les professeurs n'écoutent pas les élèves et les professeurs ne sont pas écoutés par leur hiérarchie. La hiérarchie, les directeurs d'établissement ne sont pas écoutés par le politique. Et donc, on a une boucle qui se répète et qui arrive jusqu'aux enfants. Et est-ce que tu as l'impression que les professeurs ont de l'espace pour amener cet écosystème de débat Je veux dire, ils ont quand même en fait à être de parfaits professeurs, finir les programmes, s'assurer que tous les élèves qu'il n'y ait aucun qui soit laissé de côté. Est-ce que aujourd'hui, dans notre système actuel, ils ont l'espace pour se poser ces questions-là, peut-être de ce que tu racontes, de la démocratie participative, de l'empathie, de l'éducation, ouais, en fait, à la société civique et solidaire qu'on voudrait voir émerger? Je ne sais pas si le problème, c'est un problème d'espace. En tout cas, c'est très clairement un problème de formation. Aujourd'hui, les professeurs sont complètement jetés dans leur classe, sans formation à la gestion de classe, sans formation à l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'ils vont être experts dans leur discipline, mais avec aucun apprentissage de comment on fait pour créer un collectif, alors que c'est bien ça qu'on demande. Deuxième chose, ce qui est très intéressant à voir quand on vient du privé et quand on est comme moi, pas prof, c'est que les professeurs et de manière générale les adultes dans l'éducation nationale, on leur demande de fonctionner par le cadre. C'est-à-dire que quand on va proposer une initiative innovante, on va nous dire tout de suite dans quelle heure d'AP, d'accompagnement personnalisé ça entre, est-ce que ça peut être fait de 13h30 à 14h30. Donc on va vraiment... Tout est une question de cadre. Alors que dans le privé, on me dit il y a un projet chouette, super, je vais monter une réunion par exemple. Ça n'existe pas à l'école. Et donc on va vraiment créer un cadre qui est extrêmement rigide dans lequel les profs ont très peu de liberté, mis à part à l'intérieur
de leur classe. Et à l'intérieur de leur classe, on voit aussi que les profs qui mettent en place des démarches qui sont vraiment très innovantes, ou du moins très innovantes en France parce que déjà mises en place dans tout un tas de pays à l'étranger, sont souvent mises en difficulté par l'inspection qui est en charge de faire régner la doxa de l'éducation nationale sur le terrain. Donc toutes les associations qui font vraiment de l'innovation pédagogique, elles sont face à des grosses difficultés dans la diffusion de leurs méthodes parce que les professeurs se retrouvent dans une sorte de conflit de loyauté entre ce qu'ils savent bon pour l'élève et ce que l'institution leur demande. Et du coup, toi, de l'innovation pédagogique, tu en fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des ateliers que tu mets en place et des thématiques qui ressortent de ces ateliers ? Moi, je ne suis pas du tout experte en neurosciences, je ne suis pas experte en développement de l'enfant. En revanche, je sais qu'il y a des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de professeurs sur le territoire qui le sont. Donc moi, mon propos, c'est vraiment de m'appuyer sur leur expertise pour la faire remonter. Pour ça, il faut un cadre adapté. Et ce cadre, pour moi, c'est les imaginaires, c'est-à-dire arriver à trouver un moment où on permet aux professeurs, aux élèves, ensemble, de changer de posture et de laisser émerger un désir de faire autrement. On organise donc des ateliers un peu partout en France pour imaginer l'école du futur. On propose à des participants d'écrire des micro-fictions positives qui peuvent commencer par exemple par on est le 4 mai 2045. Je suis au lycée Pablo Picasso à Rueil-Malmaison. Aujourd'hui, les élèves de mon lycée sont les plus heureux du monde. C'est normal parce qu'étudier au lycée Pablo Picasso aujourd'hui, c'est 3 petits points. Et on va avoir une réflexion entre les profs, les parents et les élèves sur des sujets d'avenir. On va trouver des thématiques fortes qui sortent de ces ateliers. Aujourd'hui, on voit, c'est super intéressant, qu'il y a une sorte de consensus dans ce que les parents, les profs et les élèves désirent pour l'école de demain. C'est la volonté d'avoir une école du collectif, qui forme, qui outille des collectifs. Une école dans la nature, pour la nature. C'est une école où on a la posture du professeur qui est complètement inversée. On parle beaucoup de professeurs facilitateurs, de professeurs mentors. On a un axe sur le bien-être des élèves. Et ça, d'ailleurs, je voudrais insister dessus. On a souvent, quand on ne travaille pas à l'école, l'image que les professeurs râlent tout le temps. Et quand on leur demande ce qu'ils veulent pour l'école, ils parlent toujours des salaires. Dans tous les ateliers qu'on a fait, on n'a jamais eu une proposition. C'est d'ailleurs assez problématique, je trouve, sur la revalorisation des salaires. Les professeurs, quand on leur demande ce qu'ils veulent pour l'école de demain et ce qu'ils veulent pour leur bien-être, parlent quasiment systématiquement du bien-être de l'enfant, d'abord en priorité. Donc là, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que on a tous besoin de la même chose et pourtant, on n'arrive pas à mettre en place des choses qui font consensus, quoi. Je pense qu'il y a une sorte de consensus dans le désir. En revanche, il n'y a pas de consensus dans les besoins parce que entre par exemple, les zones urbaines, les zones rurales, il y a des réalités qui sont extrêmement différentes à l'école, surtout à l'école primaire, mais généralement, il y a des réalités de vécu qui sont extrêmement différentes. Donc, on se dit qu'on ne part pas tous du même endroit. En revanche, on a la même ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon qui est partagée, elle est très différente de celle qui est aujourd'hui proposée par le politique. Qu'est-ce que tu penses, toi, du pouvoir de la créativité en fait, chez les enfants ? Comment est-ce qu'il est amené dans les classes aujourd'hui et qu'est-ce que la manière dont toi tu l'amènes, par le rêve, par l'utopie, apporte en fait ? Je disais tout à l'heure que les professeurs pensaient par le cadre et c'est normal, on est dans un système, donc quand un morceau du système est déséquilibré, c'est tout le système qui est déséquilibré. Les élèves, c'est pareil. On leur apprend à penser dans le cadre. Toutes les inventions, toutes les innovations, elles commencent toujours par naître d'une utopie. Avant de créer une ampoule, il y a bien quelqu'un qui a désiré l'ampoule. Et pour moi, c'est vraiment fondamental d'apprendre aux élèves à savoir ce qu'ils veulent. C'est le cas où c'est le plus... où cette incapacité à rêver et à désirer est la plus flagrante, c'est sur les sujets d'orientation. C'est-à-dire que si les enfants ont extrêmement du mal à s'orienter, y compris dans les REP,
c'est vraiment parce qu'il y a une difficulté à se projeter dans un futur souhaitable. Alors c'est compréhensible au vu du contexte planétaire, mais c'est aussi parce qu'on ne fait pas l'exercice quotidien de savoir ce qu'on désire, de savoir quelle est notre vision et comment, avec des efforts, on peut y arriver. Et on parle souvent les détracteurs des pédagogies alternatives, même si je ne sais pas comment c'est possible d'être vraiment détracteur des pédagogies alternatives dans leur ensemble, disent que l'école, c'est fait pour travailler, c'est fait pour faire des efforts, on n'est pas là pour rigoler. Pour moi, justement, c'est en définissant un désir, en aidant les élèves à identifier leur désir, qu'on va leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Ça veut dire que les enfants, en fait, peuvent faire de la politique assez tôt. Ça veut dire que les enfants peuvent faire de la politique assez tôt. Je t'ai introduite en parlant de figure d'autorité. Dans le premier article de la loi Blanquer 2019 pour une école de la confiance, outre la réaffirmation des insignes de la République, de la devise, du drapeau dans les écoles, il est stipulé assez clairement que la relation entre l'élève et l'enseignant est une relation d'autorité, confortée par l'engagement et l'exemplarité de l'éducation nationale, notamment évidemment des professeurs, et que cette autorité-là, en fait, elle est garante des liens de confiance qui unissent les parents, les élèves, etc. Est-ce qu'il y a une vraie école de la confiance ? C'est intéressant de considérer que la confiance est liée à l'autorité. Fondamental de l'intelligence collective, quand on veut créer un collectif, c'est qu'on crée un cadre de coopération. C'est-à-dire qu'on va définir ensemble des règles qu'on va s'appliquer et auxquelles on va revenir à chaque moment de la classe. Et pour moi, ça, c'est un vrai cadre de confiance. C'est évident que pour qu'il y ait une confiance qui soit instaurée, il faut qu'il y ait un cadre et un cadre d'application mutuelle. Je ne crois absolument pas à l'image du professeur autoritaire qui arriverait à imposer sa loi à la classe. D'ailleurs, on voit que ça ne marche pas. Les profs savent que ça ne fonctionne pas. Mais il y a encore ce mythe qui est partagé. Donc on ne les forme pas à autre chose. On les laisse vraiment seuls face à leurs difficultés, à leurs doutes et à leur incapacité à être formés pour faire autrement. Au-delà de ça, la question de la confiance, on ne peut pas demander aux professeurs de vivre une école de la confiance et de faire vivre à leurs élèves une école de la confiance si eux-mêmes ne bénéficient pas de la confiance de leurs supérieurs. Donc pour moi, c'est évidemment que le mot confiance est absolument essentiel et c'est ça qui permet l'apprentissage, c'est bien la confiance dans la capacité à réussir et dans la possibilité de faire un avenir positif. En revanche, aujourd'hui, on est très loin du compte. Et est-ce que tu ne penses pas que ce sont en fait les adultes qui ont perdu cette capacité à rêver et à rêver d'un avenir positif, justement ? Bien sûr. Les adultes sont des anciens enfants. Vu qu'on a très 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 peu changé le système éducatif, on retrouve exactement les mêmes biais, les mêmes difficultés chez les enfants d'hier, donc les adultes d'aujourd'hui et les enfants d'aujourd'hui. Donc les professeurs, et pour nuancer mon propos, quand on organise des ateliers d'intelligence collective, donc sur les imaginaires, on se rend compte en fait que les professeurs arrivent relativement bien à se projeter dans un futur souhaitable, contrairement à d'autres corps. Quand on va chez des consultants, par exemple, parfois c'est plus difficile que chez les professeurs d'imaginer un futur souhaitable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc il y a ce contact avec l'enfance quand on est professeur qui fait que l'imaginaire, le rêve, l'histoire n'est jamais très loin. Et c'est ça qu'on doit pouvoir activer pour leur permettre de réinventer et pour nous permettre de réinventer une utopie sur l'école. Et du coup, tous ces univers utopiques me font penser à l'envers du décor, c'est-à-dire les imaginaires dystopiques, l'effondrement. Il y a eu quand même une utopie de la modernité et il y a eu une réalité que cette marche du progrès est la source quand même de tous nos maux aujourd'hui. Pourquoi, selon toi, cette esthétique catastrophique qu'on a de la peur de tout perdre, version ouragan, que Marlon Brando, c'est un discours qui ne fonctionne pas. Et pourquoi, en fait,
pourquoi faire flipper en fait les gens aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne pas d'après toi? Une première partie de la réponse, c'est qu'il y a des biais cognitifs qui sont maintenant évidents et très bien documentés sur la capacité à se projeter dans le futur, sur aussi la peur que représente l'effondrement, par exemple. Pour moi, une des réponses, c'est qu'il n'y a pas d'alternative qui est claire. Et peut-être que tu recevras ici à ce micro Jean-Pierre Gou, qui vient de publier un livre qui s'appelle La Révolution bleue, et qui propose dans ce livre justement une autre fin du monde pour l'humanité, qui soit une fin du monde souhaitable de collaboration, pour justement arriver à reprendre la main sur la fin de l'humanité. Pour moi, on n'arrivera pas à embarquer qui que ce soit avec une vision catastrophiste. Ça ne veut pas dire qu'elle est utile, et je reprends dans le champ scolaire les syndicats par exemple, qui ont aujourd'hui une communication principalement axée sur ce qui ne va pas à l'école. C'est extrêmement utile, et il faut que le monde sache ce qui se passe dans des lycées du 93 par exemple. En revanche, on voit bien la difficulté qu'ont les syndicats à créer un mouvement citoyen, embarquer 1 million de personnes pour proposer une nouvelle utopie, un nouveau projet commun pour l'école. Et c'est ça qui manque pour moi aujourd'hui. C'est vraiment un engouement qui fait qu'on a envie d'y aller. Quand tu dis tout ça, moi, ça m'évoque quand même le fait que la parole a un énorme pouvoir dans la société, et notamment notre capacité à formuler nos désirs, nos volontés. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois à travers tes activités de coaching, d'art oratoire, de prise de parole en public? La force de la parole, c'est d'abord de se penser par soi-même. Et pour moi, il y a cet enjeu à l'école d'aider les élèves à se regarder eux-mêmes, à se comprendre et à comprendre leurs besoins, à comprendre leurs désirs et à se projeter évidemment dans l'avenir. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas la même symbolique du langage en fonction des milieux sociaux. Et donc, on a ce double système symbolique de parole, la parole qui ne représente pas la même chose. Et qui est, avec les insultes, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire qu'il y a des insultes qui sont d'une vulgarité extrême pour les profs et qui sont du langage courant pour les élèves. Et on a du mal à créer la communication parce qu'on n'a pas le même système qui est associé. Moi, il y a une question que je me pose par rapport justement à cette capacité à narrer, à se raconter. C'est comment avoir des garde-fous, en fait. Comment bien distinguer ce qui est un futur souhaitable d'une bonne intention, entre guillemets, quand on est autant abreuvé par des récits, et notamment des récits de consommation, qui nous ont exposé ces futurs souhaitables, entre guillemets. Quand on regarde les grandes startups qui régissent nos vies, on a des applis de VTC qui nous ont donné plus de mobilité. On a des grandes cités radieuses qui nous ont donné le vivre ensemble. Aujourd'hui, ces cités radieuses, c'est plutôt des cités d'ostracisation. Comment on évite un peu l'instrumentalisation de ce truc-là, futur souhaitable, et qu'on ne soit pas juste dans la solution merveilleuse, mais réellement dans la prise en compte en fait, d'indicateurs rationnels aussi derrière ça, pour fonder une société qui soit juste pour tout le monde, mais aussi une utopie réalisable. C'est une très bonne question. C'est vraiment une question qu'on se pose au quotidien dans la conduite du projet. J'aurais 2 types de réponses. Le premier, c'est une question de méthode. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois, quand on organise des ateliers donc d'imaginaire, on a des fausses bonnes idées. Par exemple, une idée qui est très classique, c'est qu'on va faire que des classes avec 5 élèves. Or, la recherche a montré que des petits groupes, faire la classe en petits groupes, s'il n'y avait pas de formation des professeurs associés, ça n'avait aucun impact sur la réussite ou le bien-être des élèves. Donc ça, par exemple, c'est typiquement une fausse bonne idée. Et c'est le travail faire le lien entre la recherche et les désirs qui va permettre de trouver ce juste milieu. L'autre type de réponse, c'est que on va se recentrer sur nos vrais besoins et nos vrais désirs. Ce que je constate,
cette année à l'Académie des futurs leaders, c'est qu'on est dirigé par des décideurs politiques qui sont complètement déconnectés de leur corps, de leurs sensations, et qui vont avoir des très bonnes idées qui en fait n'ont aucune prise sur le réel. Et je trouve que cette déconnexion qu'on retrouve au niveau individuel entre des décideurs politiques et leur propre corps, on le retrouve à l'échelle de l'État, entre la tête de l'État et le corps de l'État. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir une politique qui est beaucoup plus incarnée, c'est-à-dire que c'est pas de la spéculation d'idées, encore une fois, on corrige des idées en faisant des idées. C'est vraiment revenir à nos sensations, ce que cette mesure provoquerait sur notre corps, notre énergie, notre envie, notre désir, et faire beaucoup d'observations de soi, beaucoup d'observations des enfants aussi, pour arriver à ajuster les réformes sur l'école. C'est un peu, ça pour le coup, c'est un peu une utopie, parce qu'on en est très loin encore. En tout cas, dans ce que tu dis là, on voit bien que l'utopie, c'est pas un refuge hors sol. Ça a vraiment le pouvoir de transformer le monde dans lequel nous sommes situés aujourd'hui. Tu voudrais bien nous plonger dans une salle de classe désirable ? Je voudrais bien vous plonger dans mon utopie à moi, qui est plutôt une utopie politique qui se passe en dehors de la salle de classe. Et ça se passe le 17 juin 2028. Il est 17h et je suis surexcitée. Aujourd'hui, je me rends à l'inauguration du Conseil éducatif, social et environnemental. Désormais 50 professeurs, 50 parents et 50 élèves seront tirés au sort chaque année pour orienter les décisions du ministre de l'Éducation nationale. Désormais, plus de risque de réforme hors sol. Autant te dire que la bataille a été longue. Souviens-toi de 2024. L'école était à bout de souffle. Les professeurs démissionnaient, les burn-out se multipliaient, de la salle de classe aux toilettes, tout venait à manquer, les enfants décrochaient, les inégalités se creusaient et dans le classement PISA, on dégringolait. Bien sûr, à problème majeur, solution à la hauteur. Uniforme à l'école et groupe de niveau. Dans des classes sans chauffage de 35 élèves, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Alors, la colère montait. Qui nous écoutait ? Qui nous remerciait ? Qui même nous regardait, nous qui faisions bouger les murs avec 3 bouts de ficelle ? On avait bien croisé une fois, il est vrai, une professeure de français dans les couloirs de l'hémicycle, mais depuis, plus rien. Elle avait dû s'égarer. Vous l'aurez compris, il fallait agir et agir vite. Alors, avec un joyeux groupe, on s'est réunis et on s'est demandé comment faire bouger un mammouth. D'autres avaient bien réussi à faire avancer des hippopotames. Le mur de Berlin était tombé, la cigarette dans les lieux publics interdite. On avait même réussi à mettre autour de la table européenne 27 pays. Alors on s'est dit que faire entendre la voix des profs et des élèves, ça ne devrait pas être si compliqué. On devrait bien y arriver. Puis on s'y est mis. Je me souviens de notre tout premier atelier de travail dans les locaux d'une école à Paris. Ça prédisait déjà un grand succès. Puis après, tout s'est emballé. On a organisé des ateliers partout en France pour écrire ensemble des histoires positives sur l'école de demain. À partir de nos désirs communs, on a organisé des groupes de travail par thématique pour transformer nos utopies en projets concrets. Et puis on a formulé des propositions aux candidats aux élections municipales en 2026 et puis à la présidentielle de 2027. Résultat, l'idée a tellement plu qu'en 2027, le Conseil éducatif, social et environnemental était une proposition forte de campagne. Tout le monde en parlait. Merci Emma d'avoir été avec nous. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Emma, je crois que tu as une actualité à nous faire parvenir avant de se quitter. Oui, l'école change de main. Le mouvement citoyen pour l'école qu'on lance entame en ce moment son tour de France et va à la rencontre des profs, des parents et des élèves partout en France. Donc si vous êtes professeur ou proviseur ou si vous travaillez dans un festival cet été, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser un atelier d'écriture positive. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, Étienne recevra Pierre Gilbert, auteur et prospectiviste en matière de risques climatiques. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre site internet learningplanetinstitute.org et écouter nos podcasts disponibles sur toutes les plateformes. À très bientôt. Learning Planet Institute.